Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors je reprends ma lecture du livre écrit par Will Durant et sa compagne, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Emmanuel Kant et à l'idéalisme allemand. Je suis arrivé au chapitre 6, politique et paix perpétuelle. Donc je lis, je découvre en même temps les textes. Et j'en profite pour essayer de préciser ma propre philosophie qu'on peut retrouver sur mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc voilà, je vais reprendre ma lecture. On a vu que Kant, en fait, s'est attaqué à la partie injuste de la religion, à la partie déraisonnable, on pourrait dire. Et donc, ce faisant, l'État, le pouvoir, l'a menacé en fait de pour cela. Euh, et voilà, donc je continue ma lecture. Politique et paix perpétuelle. Le gouvernement prussien aurait pu pardonner à Kant sa théologie, s'il ne s'était rendu également coupable d'hérésie politique. 3 ans après l'avènement de Frédéric Guillaume II, la Révolution française avait fait trembler sur leur base tous les trônes de l'Europe. Dans un temps où la plupart des professeurs des universités en Prusse s'étaient précipités au secours de la monarchie légitime, les choses ne changent pas tellement en fait. La plupart des universitaires sont sont bien posés du côté du pouvoir et ne le critiquent que très peu et en ce moment depuis au moins ceux qui sont célèbres, on va dire, ceux qui acceptent la célébrité, acceptent de passer dans les médias, etc. Parce que, évidemment, une grande partie des universitaires sont révoltés contre les injustices que tout gouvernement naturellement produit, induit. Dans un temps où la plupart donc, des professeurs s'étaient précipités au secours de la monarchie, Kant, dans la verdeur de ses 65 ans, salua la Révolution avec enthousiasme. Les larmes aux yeux, il disait à ses amis, « Maintenant je puis dire comme Siméon, Seigneur, laissez maintenant ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Il avait publié en 1784 un court exposé de ses théories politiques sous ce titre, « Le principe naturel de l'ordre politique considéré dans ses rapports avec l'idée d'une histoire universelle cosmopolite. » Kant commence par reconnaître dans la lutte des individus contre la masse, dont Hobbes s'était tellement alarmé, une méthode de la nature pour développer les capacités cachées de la vie. La lutte est l'adjuvant indispensable au progrès. Si les hommes étaient tous sociables, l'humanité piétinerait sur place. Un certain alliage d'individualité et de rivalité est nécessaire pour que l'espèce humaine vive et croisse. Tout cela, je le démontre bien clairement sur la mécanique universelle. Voilà, avec des arguments qui ont évidemment 200 ans qui sont 200 ans plus jeunes que ceux d'Emmanuel Kant, qui ont bénéficié de 200 ans d'évolution. Et donc, oui, effectivement, c'est la lutte contre la lutte, même la révolte, la révolution, sont des moteurs aussi qui servent à l'évolution de l'humanité, dont l'humanité a besoin. Alors après, l'histoire nous montre que c'est pas la panacée, c'est pas bien souvent les révolutions se transforment
sont prises en main par les plus violents, les plus injustes, les plus dogmatiques, mais en même temps, ça fait bouger les lignes. Un certain alliage d'individualité et de rivalité est nécessaire pour que l'espèce humaine vive et croisse. Sans des qualités de genre insociables, les hommes auraient pu mener la calme existence des bergers d'Arcadie, dans une entente parfaite, dans la satisfaction de l'amour mutuel. Ah, je ne connaissais pas les bergers d'Arcadie, cette histoire. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu ce que je pense de la finalité de l'humanité. Une entente parfaite, la satisfaction et l'amour mutuel. C'est comme ça que j'imagine la finalité de l'humanité. Selon mon analyse, l'humanité ne peut pas ne pas aller vers cette paix universelle et cet amour entièrement accompli. Mais dans ce cas, tout leur talent serait resté latent en germe. Évidemment, Kant n'est donc pas un disciple servile de Rousseau. Grâce soit rendue à la nature pour ce manque de sociabilité, pour cette jalousie pleine d'envie et de vanité, pour cet insatiable désir de possession et d'autorité. L'homme cherche la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Et exactement, dans les vidéos précédentes, c'est exactement ce que j'en parle. De cette, bien sûr, pour l'espèce, il faut qu'il y ait cette insociabilité, cette jalousie, l'envie, la vanité, etc., le désir insatiable des choses, c'est un des moteurs de l'évolution. Et elle veut la discorde afin que l'homme soit poussé à déployer ses talents et à développer davantage ses qualités naturelles. Il était d'une intelligence redoutable, ce Emmanuel Kant. C'est pas pour rien que l'humanité l'a mis dans la grande aventure de la philosophie, au pinacle. La lutte pour la vie n'est donc pas tout à fait un mal. Toutefois, on s'aperçoit bien vite qu'elle doit se cantonner dans certaines limites et qu'il faut la soumettre à des règles. C'est ce que je pense. Des habitudes et des lois. D'où l'origine et la constitution de la société civile. Bien sûr, il faut brimer ces pulsions qui nous servent à construire l'humanité. Les brimer progressivement, peu à peu. Il faut que peu à peu, le caractère humain s'adoucisse, sa tendance à s'affirmer aux dépens de ses congénères s'adoucisse. Mais c'est peu à peu, ça avance avec l'évolution. L'évolution a son rythme propre. Et voilà, de mon vivant, j'ai vu arriver certaines lois qui n'existaient pas avant, qui contraignent un peu plus la capacité d'abuser de ses congénères, de maltraiter, etc. L'inégalité entre hommes et femmes, la violence. Voilà, on voit apparaître de génération en génération plus de lois qui contraignent les capacités d'abuser autrui. Mais on ne peut pas transformer l'humanité en saint en claquant des doigts ça serait il n'y a qu'un système dictatorial, hyper dictatorial, qui parviendrait à juguler totalement les velléités humaines. Voilà, ça serait le film, le 1984, voilà. Donc c'est dictature finalement. Donc il faut accepter le rythme de l'évolution, mais tout en contestant le système. La critique permet de cette évolution. Mais alors, la même insociabilité qui a contraint les hommes à l'association oblige encore chaque république à manifester une liberté sans contrôle dans ses relations extérieures, c'est-à-dire dans ses rapports avec les autres États. Et par conséquent, tout État doit s'attendre à rencontrer de la part des autres les mêmes maux qui opprimaient d'abord les individus
et les ont obligés à contracter une union civile pour l'égide de la loi. Voilà, il transforme ce qui est valable pour l'individu, pour les rapports humains, pour la psychologie humaine, à la psychologie globale de l'humanité. Et en ça, c'était sans doute très novateur, et moi je suis absolument d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais sur la mécanique universelle. Il est grand temps que les nations, à l'instar des individus, sortent de leur état naturel sauvage et s'engagent à maintenir la paix. Tout le dessein et tout le mouvement de l'histoire consiste à restreindre toujours davantage la combativité et la violence, à élargir le champ de la paix. L'histoire de la race humaine, envisagée dans son ensemble, peut être considérée par la réalisation d'un plan caché de la nature qui vise à produire une constitution politique parfaite, au-dedans comme au-dehors, cet état étant le seul dans lequel les capacités dont elle a doté l'humanité peuvent être pleinement mises en valeur. Grandiose, 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 grandiose Kant. Grandiose Kant. Voilà. Et c'est là où ma théorie, que je pense comme d'avant-garde, a déjà été parcourue, je souligne pour me rappeler de cet endroit. Voilà. A déjà été parcourue par les grands penseurs de la philosophie. C'est pas d'aujourd'hui qu'on pense que l'évolution va vers cette perfection. Si ce progrès ne s'accomplit pas, les efforts des générations successives ressemblent à ceux de Sisyphe qui recommençait incessamment à rouler un immense rocher jusqu'en haut de la montagne pour voir infailliblement retomber en bas alors qu'il touchait au but. Voilà pourquoi cette pensée de l'évolution est fondamentale. Et on ne comprend pas, je n'ai pas lu le mythe de Sisyphe de Camus, mais je ne pense pas que Camus ait une vision téléologique de l'humanité, de la philosophie. Et c'est peut-être ce qui fait la distance, la différence en fait, entre les philosophes qui tracent la route de la philosophie et les mouvements philosophiques un peu anecdotiques à côté, qui sont importants, mais qui n'ont pas la même importance au final. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi les Kant, les Hegel, les Marx sont à la crête de l'histoire de la philosophie, de l'évolution. Et pourquoi d'autres philosophes qui se sont intéressés à des choses plus du moment, sans cette vision téléologique, donc la vision de l'évolution de l'humanité, se retrouvent dans la grande foule de la philosophie, dans le grand mouvement de la philosophie, mais au milieu du gué, quoi. Voilà. C'est un point de vue. Alors, voilà, c'est contestable comme tous les points de vue. Moi, je le vois comme ça. Il n'est pas dit que j'ai raison du tout. Mais je ne connais pas assez bien la philosophie pour prouver que ce mythe de Sisyphe n'a pas servi à comprendre que le sens ne devait pas être individuel pour l'homme. Il ne devait pas trouver du sens pour lui-même. Il devait trouver du sens pour l'humanité. C'est l'humanité globale qui doit trouver son sens. Et donc Camus aurait peut-être pensé à ça. Il y a quand même un côté un peu individualiste chez Camus, à mon sens, qui n'était pas chez Sartre. Je ne pense pas. Sartre avait une vision plus globale de l'aventure humaine. Mais comme en fait le communisme
Le marxisme, c'est une téléologie, c'est un désir d'aider l'humanité à atteindre un état où il n'y a plus d'abus d'une classe sur l'autre. Donc je continue. L'histoire ne serait plus alors qu'une folie tournant dans un cercle sans fin, évidemment. Dans un cercle sans fin. Et nous pourrions admettre, comme les hindous, que la terre est un lieu d'expiation de vieux péchés oubliés. Ah oui, et tiens, ça c'est très intéressant parce que la relation aux hindous, faite par Kant, a sans doute été importante, a sans doute tapé dans l'oreille de Schopenhauer, qui a voulu en contester le fait que c'était peut-être pas la solution, la critique des hindous qui font de la terre un lieu d'expiation n'est pas pertinente, que c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ce que dit, me semble-t-il, Schopenhauer, c'est-à-dire il faut chercher le nirvana, il faut chercher la fin des renaissances, etc., la fin de la souffrance terrestre qui est inévitable pour lui, parce qu'il ne voit pas que c'est l'humanité qui va vers cette finalité où il n'y a plus de souffrance. Et donc, voilà. Mais comme le prend Emmanuel Kant, évidemment, il a une vision, il reproche à l'hindouisme une vision qui n'est pas progressiste en fait, qui est fataliste. Alors, je continue ma lecture. L'essai sur la paix perpétuelle, publié en 1795, alors que Kant avait 71 ans, c'est là où la jeunesse de cet homme est fantastique, est un très beau développement de ce thème. Kant sait combien il est facile de se moquer d'une certaine phraséologie, et en dessous du titre, il écrit « Cette inscription satirique fut gravée par un aubergiste hollandais sur une enseigne où il avait représenté un cimetière. » Ah, d'accord. Alors, paix perpétuelle, ben oui, mais pourtant, Kant savait très bien qu'on allait, il avait l'intuition qu'on allait vers cette finalité, c'est clair. Kant s'était déjà plaint, comme cela arrive sans doute à chaque génération, de ce que nos gouvernants n'ont point d'argent à dépenser pour l'instruction publique, leurs ressources étant déjà engagées en vue de la prochaine guerre. Exactement. Et c'est triste parce qu'on est encore dans ce truc-là. Pourquoi nos chefs d'État vont continuer à aller guerroyer au lieu de travailler, au lieu d'envoyer des militaires dans ce monde? Pourquoi ne pas créer... il y a des milliers de jeunes issus de tous les continents. On a la chance, l'humanité, la France a la chance d'avoir, et c'est l'Occident en réalité, mais la France, pour ne prendre qu'elle, a la chance d'avoir des enfants de toutes les communautés, de tous les pays, d'Afrique, de tous les pays. On pourrait faire des ambassadeurs, mais à profusion, qui apprécieraient de pouvoir aller dans les pays d'où leurs parents sont originaires, ou même eux-mêmes, de pouvoir aller travailler à la paix, à la concorde entre les pays, à l'entraide, etc., etc. Et bien au lieu de cela, au lieu de fabriquer des pourvoyeurs de paix perpétuelle, on fabrique,
on envoie des guerriers et donc on perd un temps fou parce que ça occupe, ce- voilà, les dernières guerres là qui ont été faites depuis depuis les années 80, auquel la France a participé. Quel temps ça a bouffé, quelle énergie, quel argent, quel moment, quel détournement de conscience ça a bouffé à notre pays et qui aurait pu travailler à améliorer le sort de ses concitoyens, à développer l'enseignement, l'école, à fabriquer des citoyens exemplaires, quoi, heureux et voilà. Les nations ne seront vraiment civilisées que lorsque les armées permanentes seront abolies. La hardiesse de ce langage est manifeste lorsqu'on se rappelle que c'est la Prusse elle-même qui, sous le père du grand Frédéric, avait la première établi la conscription. Voilà, il avait un esprit extrêmement critique et c'est là la preuve de ce grand philosophe, qu'il s'agit d'un grand philosophe. Étant toujours prête à agir, les armées permanentes, il écrit, menacent sans cesse d'autres États et les excitent à augmenter indéfiniment le nombre des hommes sous les armes. Cette rivalité, source inépuisable de dépenses qui rendent la paix plus onéreuse, plus onéreuse qu'une courte guerre, fait même entreprendre quelquefois des hostilités dans la seule vue de se délivrer par là d'une si pénible charge. C'est incroyable, incroyable, sa conscience. 40 ans de guerre, l'armée vivrait sur le pays par réquisition, cantonnement et pillage, de préférence sur le territoire ennemi, mais si nécessaire sur le sien propre. Cela vaudrait même mieux que de l'entretenir aux frais du gouvernement. C'est incroyable comment le pragmatisme, la perversion du politique est hallucinante, quoi. Voilà, on se rend compte que c'est sans foi ni loi, d'une certaine façon, pour une grande part. Il n'y a pas de vision généreuse et vraiment sociale, vraiment sociale. Et la preuve, c'est que les gouvernements dits sociaux, qui se sont fait élire en se réclamant du socialisme, ont agi avec le même égoïsme, la même surdité aux plus souffrants. Dans la pensée de Kant, ce militarisme provenait en grande partie de l'expansion de l'Europe en Amérique, en Afrique et en Asie, et des disputes consécutives entre voleurs sur le partage du butin. C'est exactement ce qui se passe encore. Voilà, le partage du butin, il se fait sur le dos des chaos que l'Occident se livre avec les Russes en Syrie ou ailleurs, en Irak, ailleurs. Voilà, les deux belligérants se livrent au pillage, en fait. Ils se battent entre eux, mais pour le pillage du pays qu'ils ravagent. Et ça devrait être des crimes contre l'humanité, mais comme la loi actuellement elle est faite pour les bunkers, ça en reste là. Voilà. En Afrique, en Asie, des disputes consécutives entre voleurs sur le partage du butin. Si nous comparons les exemples d'inhospitalité des peuples barbares avec la conduite inhumaine des nations civilisées, et spécialement des États commerçants, ouvrez les guillemets, l'injustice pratiquée par ceux-ci dès leur premier contact avec des pays et des peuples étrangers nous remplit d'horreur. La simple découverte de ces peuples étant pour eux l'équivalent d'une conquête. L'Amérique, les pays habités par les nègres, les îles des épices, le Cap, etc., furent pour eux des pays sans propriétaires, parce que les habitants en étaient comptés pour rien.
Tout cela fut l'œuvre surtout des puissances qui se targuent de le plus de dévotion et qui, tout en s'abreuvant d'iniquité, prétendent égaler les élus en fait d'orthodoxie. Et oui, il avait tout compris. Il avait tout compris. Will Durant reprend. Le vieux renard de Königsberg n'était pas encore réduit au silence. Point d'interrogation, point d'exclamation. Kant attribuait cette avidité impérialiste, c'est juste, il avait une... C'est magnifique, voilà, que l'humanité ne s'est pas trompée en mettant Kant en haut comme ça. Kant attribuait cette avidité impérialiste à la constitution oligarchique des États européens. Il a raison. Le butin était réparti entre un petit nombre d'élus et conservait une assez grande valeur même après partage. Si la démocratie était établie et que tous furent admis à participer au pouvoir, le butin provenant du vol international devrait être tant divisé que la séduction de la guerre serait moins forte. De là, dans les conditions de la paix perpétuelle, le caractère définitif de l'article 1er. La constitution civile de chaque État doit être républicaine et seul un plébiscite de tous les citoyens peut décider la guerre. Ce n'est pas encore le cas. Vous vous rendez compte, on se rend compte que 200 ans après, c'est encore un chef d'État qui décide tout seul la guerre d'une certaine façon, sans en référer à son peuple. C'est une hallucination, alors qu'il n'est pas élu pour ce but. Quand là, il y a les élections qui arrivent, il n'y a pas un des prétendants au trône, ou même le sortant, qui dirait écoutez, voilà, je voudrais que vous m'élisiez sur le fait que je peux seul décider, seul ou avec mon gouvernement et les militaires, hormis le peuple, je peux décider une guerre si ça me chante, si on trouve que c'est juste, si on trouve que c'est bon pour la nation. Bien sûr que c'est toujours bon pour la nation, et les Rumsfeld, Powell et Bush qui sont partis en guerre avec des preuves fallacieuses, c'était toujours dans une bonne intention, dite au peuple. Hein. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, ça. Et là, il avait complètement compris. Donc l'État doit être républicain, et seul un plébiscite, c'est-à-dire que démocratique en somme, un plébiscite de tous les citoyens, peut décider la guerre. Quand ceux qui doivent se battre auront le droit de décider la paix ou la guerre, l'histoire ne s'écrira plus dans le sang. Et il a absolument raison, mais tout à fait raison. Alors qu'entreprend, au lieu que dans une constitution où les sujets ne sont pas citoyens, c'est-à-dire qui n'est pas républicaine, une déclaration de guerre est la chose du monde la plus aisée à décider, puisqu'elle ne coûte pas au chef propriétaire et non pas membre de l'État le moindre sacrifice de ses plaisirs de table, de chasse, de campagne, de cour, etc. Il peut donc résoudre une guerre comme une partie de plaisir par les raisons les plus frivoles et en abandonner avec indifférence la justification qu'exige la bienséance au corps diplomatique qui sera toujours prêt à la faire. C'est ça qui est incroyable. Oh là là, vraiment je suis ravi de lire ça. Combien cela est vrai de nos jours, reprend Will Durant. L'apparente victoire de la Révolution sur les armées réactionnaires en 1795 amena Kant à espérer que des républiques allaient surgir de partout en Europe et qu'un accord international interviendrait sur la base d'une démocratie sans exploiteur ni exploité et fermement attachée à la paix. Après tout, le rôle des gouvernements est d'aider et de développer les individus, non de s'en servir et d'en abuser. Tout homme doit être respecté comme étant une fin absolue, et c'est une atteinte à la dignité qui lui appartient comme créature humaine
que de s'en servir comme d'un simple instrument pour une fin étrangère, écrit Kant. Ce principe participe également de cet impératif catégorique sans lequel la religion n'est qu'une comédie hypocrite. Kant fait donc appel à l'égalité, non l'égalité des talents, mais celle des occasions propices au développement et à l'utilisation des talents. Il rejette toutes les prérogatives provenant de la naissance ou de la classe et fait remonter tout privilège héréditaire à quelques coups de la force dans le passé. Au milieu de l'obscurantisme et de la réaction, alors que tous les pouvoirs monarchiques en Europe s'unissaient pour étouffer la révolution, il prend parti malgré ses 70 ans. C'est là où c'est incroyable, parce que d'habitude, on devient des vieux cons. Un mauvais philosophe, il devient un vieux con à 70 ans, réactionnaire, il est capable de dire les conneries qu'on entend de certains philosophes qui passent à la télévision et qui sont capables de sortir des choses aberrantes de réactionnaires, malgré ses 70 ans, pour le nouvel ordre de choses, pour l'organisation de la démocratie et de la liberté en tout pays. Jamais la vieillesse n'avait parlé avec autant de courage, ni d'une voix aussi jeune. Révèle donc Will Durant. Qu'est-ce qu'il a raison, ce Will Durant. Kant était maintenant à bout de force. Il avait fourni sa course et gagné la bataille. C'est génial. Il retomba peu à peu dans une enfance qui finit par devenir une douce folie. Ah tiens. Ses facultés s'éteignirent l'une après l'autre. Et en 1804, à l'âge de 79 ans, il mourut paisiblement de sa belle mort, telle une feuille qui tombe d'un arbre, comme mon père l'a fait à 101 ans. Eh bien, c'est une merveilleuse chose que de lire tout cela. La découverte de ce Kant par Will Durant, eh bien, c'est une merveille, voilà. Je remercie Will Durant. Sa limpidité, sa pertinence, sa clarté. Voilà. Son don à la philosophie qu'il a fait. Voilà. Donc après, nous arrivons au chapitre 7, critique et appréciation. Donc c'est Will Durant qui critique un peu tout ça et qui dit ce qu'il en pense. Voilà, il reste encore quand même pas mal de pages. Et enfin, un peu plus tard, au 8, il y a des notes sur Hegel. Ça m'intéresse parce qu'en fait, dans ce livre qu'a écrit donc Will Durant et sa femme, il cite, c'est assez curieux, il prend comme grand pôle Platon, Aristote, Francis Bacon, Spinoza, Voltaire, Emmanuel Kant, Schopenhauer, Herbert Spencer, Friedrich Nietzsche. Lui, il écrit dans les années 30. Mais voilà, je trouve que ce choix est assez curieux. Pour l'instant, j'ai lu Herbert Spencer, j'ai lu Schopenhauer, j'ai lu Francis Bacon, et je me rends compte que son choix était très juste, qu'il y a des raisons vraiment profondes pour aller chercher ces philosophes-là. Je pensais que Schopenhauer était un peu qui s'intéressait qu'à la volonté, qu'à l'immédiat, qu'il n'avait pas une vision globale des choses. Mais c'est très important son travail. Voilà, et pareil pour les autres que j'ai cités. Bon, merci de votre écoute et puis à la prochaine petite vidéo.